c'est vraiment la seule chose qu'ils ont diffusée parce que, pour un peu intéresser les gens, parce que pendant 3 ans, ne donner aucune information, c'était contre-productif. Hein. Donc on voit, il a noté, numéroté toutes les sources galactiques, toutes les sources d'émissions galactiques, ou extragalactiques en jaune. Donc, on a fait tout un catalogue complet des émissions radio, des émissions infrarouges. Voilà. C'est la seule chose qui a été fournie par Planck. Bon, c'est une belle bête. Hein. Donc, soyez attentifs à ce qui va sortir à la radio ou dans les... Oui, je vous en prie, monsieur. Oui, j'ai cru comprendre que Planck était constitué de bolomètres, la partie. Oui, oui. Alors, bon, c'est le calorimètre, hein, bolomètre. Hein. Oui, c'est ça, c'est le calorimètre. Mais alors, ça ne prend pas dans l'infrarouge, ça prend dans le... On aurait tendance à dire, bon, un bolomètre, ça prend de la chaleur, donc... ça doit transformer la chaleur en signal électrique. Alors que ce soit, et c'est des micro-ondes, donc, qui sont... voilà. Qui chauffent. Je ne sais pas si j'ai une photo d'un... Attendez. Mais ils sont d'ailleurs pas en très grand nombre, les bolomètres, j'étais surpris. C'est quelques dizaines de bolomètres. Les bolomètres sont fabriqués par le CEA même. Hein. Ouais. La France a été très... Non, j'ai pas de photo. Vous l'aurez sur la doc que j'ai mis là. Mais on voit très bien tous les tubes. Je sais peut-être. Parce que j'ai pas montré toutes les... Non, je sais pas. Et c'est justement ces détecteurs qui sont refroidis. Hein, puisque l'information que l'on obtient, on veut mesurer du 3K. Hein. Alors, infrarouge, on voudrait passer en infrarouge maintenant, on a quitté les micro-ondes. Alors l'infrarouge c'est intéressant parce que ça, comme je vous l'ai dit, on va pénétrer les nuages de poussière interstellaire et on va pouvoir mesurer les zones de formation d'étoiles et les zones froides. Alors, je vous rappelle, l'infrarouge ça veut dire la chaleur. Hein. Tout corps émet la chaleur, émet des radiations. Le corps humain, c'est facile, je vous ai mis un petit résumé en bas. Pourquoi ça a changé encore. Francis, c'est revenu comme tout à l'heure. Comment se fait je ne sais pas quoi faire, moi. Que tous les corps émettent de la chaleur ou un rayonnement. Donc, et un être humain, c'est 10 microns, en gros. Donc 10 microns, c'est dans l'infrarouge. Hein. Je vous rappelle les chiffres qu'il faut savoir. Hein. Le visible, c'est 0,408 microns. 0,4 le bleu, 0,8 le rouge. Hein. Donc 10 microns, c'est bien au-delà du rouge, c'est de l'infrarouge. Alors, pourquoi l'astronomie infrarouge? Parce que lorsque des étoiles se forment, elles se forment à partir de poussière et de gaz. Et il se trouve que ces poussières et ces gaz, ça absorbe la lumière visible. Et donc, dans le visible, on voit pas très bien ce qui se passe. Par contre, à la longueur d'onde infrarouge, ces zones-là, ces zones gazeuses et poussiéreuses, sont transparentes. Donc, c'est un outil indispensable pour étudier notamment la jeunesse et la formation des étoiles. Voilà un exemple, par exemple, très connu, donc Orion dans le visible à droite ou dans l'infrarouge à gauche. Notre galaxie donne toujours le même genre de photo. Notre galaxie en visible, en infrarouge et en proche infrarouge. Donc on peut arriver à pénétrer de plus en plus profondément jusqu'au cœur de notre galaxie. Hein, les poussières des galaxies obscurent notre vision. Alors, les principales sources d'émissions infrarouges au niveau des galaxies, comme je vous l'ai dit, la formation des étoiles, mais ça peut être aussi des gaz chauds autour des trous noirs supermassifs, parce qu'un trou noir, ça ne se voit pas, hein, par principe, mais
comme il est tellement massif qu'il va attirer toute la matière qu'il y a autour de lui, et en attirant cette matière qui va s'engouffrer dans le trou noir, au moment de s'engouffrer, elle va s'échauffer et émettre dans l'infrarouge. Donc c'est ça qu'on va détecter. Alors, justement, la grande découverte de l'astronomie infrarouge, ce sont ces disques de matière autour d'étoiles en formation, comme on voit sur ce dessin d'artiste. Je vous présente un monsieur que vous ne connaissez pas, certainement, qui s'appelle monsieur Spitzer, Lyman Spitzer. En fait, c'est lui qui a eu l'idée des télescopes spatiaux immédiatement après la guerre. Ce monsieur a pensé que l'idéal pour faire des observations astronomiques, c'était d'aller dans l'espace. Et il a œuvré pour, justement, qu'on puisse construire des observatoires spatiaux. Personne ne connaît le nom de ce brave homme, mais quand même, en son honneur, on a nommé un télescope spatial infrarouge, on l'a nommé Spitzer. En fait, le télescope Hubble aurait dû, comme ça a été le premier vrai grand télescope spatial, on aurait dû l'appeler Spitzer. Alors, on va peut-être pas deux, trois photos. Voilà à quoi ressemble le premier vrai télescope spatial en infrarouge. Ça a été donc Spitzer, que vous voyez ici. Voilà, alors toujours la même chose. On veut mesurer des objets froids. Pour mesurer les objets froids, il faut que l'appareil de mesure soit plus froid que les objets qu'on veut mesurer. Donc, la même chose. Il faut un cryostat. Un cryostat, c'est-à-dire un appareil à faire du froid, un super réfrigérateur, un super congélateur. Et c'est fait. Alors bon, ça, c'est pas aussi performant que Herschel, mais ça permet quand même d'aller jusqu'à 1,4 K, 1,4 degrés au-dessus du zéro absolu. Alors évidemment, comme il y a la même chose que pour Herschel ou Planck, comme il y a un réservoir limité au point de vue volume d'hélium, la durée de vie va être limitée. Et actuellement, Spitzer, il a aussi perdu son hélium, et il travaille en mode dégradé, où il mesure des objets non plus froids, mais des objets chauds. Voilà à quoi ça ressemble. Une petite animation. Alors Spitzer, au contraire des autres télescopes, il est sur une orbite terrestre, qu'on appelle héliocentrique, qui suit la Terre. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer? On ne va pas tout voir parce qu'on n'a pas le temps. Qu'est-ce qui va être intéressant? Voilà. La supernova de Kepler. En 1604, vous savez ce que c'est une supernova? C'est une étoile très massive qui est en fin de vie, qui a explosé. Et c'est un phénomène très rare, enfin relativement rare. En gros, en moyenne, il y en a une supernova par galaxie par siècle. Et il se trouve que la dernière qu'on a vue dans notre galaxie, c'était en 1604, et c'est Johannes Kepler qui a la chance de le voir. Tycho Brahe en avait vu une aussi quelques années auparavant, et puis après, on n'en a pas vu. Alors, les supernovas, eh bien, elles peuvent être vues en infrarouge. On voit les nuages de poussière chauffés par l'explosion. Justement, cette supernova va émettre une énergie tellement puissante que toute la poussière qui est autour va être réchauffée, un peu comme si c'était aussi, la même chose se passe autour d'un trou noir, et on va pouvoir ainsi détecter plus de détails sur ces supernovas. Voilà par exemple la supernova de Kepler vue dans différentes longueurs d'onde. Alors l'astuce, quand on a un télescope qui est en infrarouge, eh bien on va le combiner avec des informations terrestres dans le visible, etc. Et on va pouvoir avoir
des informations complémentaires en ajoutant les deux. Donc c'est un instrument important. Le tourbillon M51, vous voyez l'image en visible et l'image en infrarouge à droite. Je vais vous montrer le sombrero. Voilà. Il y a une galaxie qui s'appelle le sombrero. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi, parce qu'elle ressemble au sombrero. Et elle est plus importante que notre galaxie à nous, que la galaxie de la Voie lactée. Et voilà un peu à quoi ça ressemble. Amusant, hein? Donc, vous voyez en bas à gauche, en visible, prise par Hubble d'ailleurs, je pense, et ici en infrarouge,